étant dedans personnellement, c'est vrai que c'était insupportable les jours qui suivaient de voir les images en boucle des tours en feu. Mais ça, c'est parce que j'en avais suffisamment quand je fermais les yeux pour que, quand ils soient ouverts, pour que je les vois partout. Le paradoxe qui est quand même assez fascinant, c'est que mon père, qui était quand même rédacteur en chef du journal Photo, j'ai été élevé avec le groupe Philippe Aki, Hachette Philippe Aki. Son mentor était quand même Roger Théron, l'ancien grand patron de Paris Match. Je me souviens quand même de conversations sur l'importance du devoir de mémoire, de parler, de tout ça. Donc intellectuellement, je suis tout à fait pour de, 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 de filmer, de prendre des photos de tout ça. D'ailleurs, que j'ai pas du tout suivi le conseil où Roger m'aurait engueulé s'il était toujours vivant à ce moment-là. Il aurait très, très mal pris. Mais c'est vrai que à un niveau personnel, je pouvais pas. C'est pour ça que je suis le premier à dire que je suis un très mauvais journaliste ou photographe de guerre. Mais là, moi, je pouvais pas. Ensuite, l'importance que ces images existent, je le reconnais. Le fait qu'elle sorte immédiatement, je suis pas sûr. Je pense qu'il y a un traumatisme, et comme on l'a vu, il y a un traumatisme collectif qui fait que, et ça je me mets à la place d'autres parce que je n'ai pas envie de voir les images du corps de mon copain qui est mort dans la tour, ou qui est mort au café, ou qui meurt tout ça. Oui, je comprends l'importance que ça existe. Mais je pense qu'il faut avoir un certain recul. C'est comme si on se disait, mais il n'aurait pas fallu filmer l'ouverture des camps et qu'on ne voit pas ça. C'est pour ça que l'agurement est important. C'est indispensable. On doit être témoin de l'horreur que l'être humain peut infliger sur l'autre. Ensuite, le niveau personnel, c'est quand est-ce qu'on doit les montrer et dans quel cadre et dans quel but. Est-ce que c'est un but gratuit? Est-ce que c'est un but d'éducation? Et quelle période de temps doit passer et devons-nous considérer le fait qu'il y a une mère, ou il y a un père, ou il y a un mari qui va regarder et qui va se dire c'est le corps de ma femme, c'est le corps de mon fils, c'est le corps de mon petit enfant. Voilà, donc ça, je ne connais pas le juste milieu. Je sais tout simplement que c'est compliqué et je comprends les deux points de vue et que bon, je pense qu'on continuera à jamais de se dire quand est-ce que voilà, surtout que ce genre d'image, il y en a de plus en plus, de parler que les gens voilà, c'est une chose comme on se disait avant de voir au journal de 20 heures quand ça arrive dans un autre pays où on se dit bah oui mais c'est pas ici, c'est tout ça, que subitement c'est à Paris et c'est son voisin et voilà, c'est plus compliqué. Ce moment où j'arrive dans la tour et que subitement la cristallisation de l'horreur est là, dans la pire des choses, hein, quelqu'un qui est vivant et qui est en train de brûler sous vos yeux, on peut difficilement faire pire que ça. Et ça a été un tel choc de voir ces images comme ça, immédiatement, ça m'a forcé d'une certaine façon à me censurer immédiatement. Et donc, je n'ai filmé, mon frère a fait le même choix indépendamment de moi, parce qu'on ne s'est pas parlé et on pouvait pas. On a fait le même choix inconsciemment ce jour-là. On a filmé aucune image comme ça. Alors qu'il y en avait, mais on ne pouvait pas. On voulait épargner ça, je pense, de façon, soyons honnêtes, égoïstement, on voulait s'épargner ça. C'était tellement terrible de les voir, nous, que c'était trop. C'était trop. Exactement. Alors, la raison, il y a deux choses. Un, le Father Judge était un personnage qu'on appréciait énormément, qu'on connaissait, qui a une place particulière chez les pompiers, personnage absolument extraordinaire. Et la photo qu'on utilise, on l'utilise quasiment parce qu'on a l'impression qu'il dort. Et qu'on l'avait vu avant, et c'est un peu un hommage à cet homme qui représentait beaucoup. Et là, la photo n'est pas graphique d'une certaine façon. Il y a quasiment un vieux monsieur en train de dormir sur une chaise qui est transporté. C'est la seule, c'est une raison pour laquelle. Ça aurait été difficile ou graphique, on l'aurait absolument pas dit.
ça fait le troisième documentaire sur lequel on utilise ce procédé, qui s'appelle l'interrotron, qui est en fait comment on appelle ça, un téléprompteur. Il y a devant, disons que la personne qu'on va interviewer est assise sur une chaise. Face à cette personne est un écran qui est en fait un téléprompteur. Donc c'est une réflexion sur une plaque de glace de mon image qui, moi je suis derrière le rideau, à un autre téléprompteur à quelques mètres derrière. Donc la personne entend ma voix, me voit à l'écran, c'est comme si on faisait FaceTime ou Skype. Mais ce qu'on aime bien avec ça, c'est il y a deux choses. Un, la personne qui est interviewée ne voit absolument pas l'équipe. L'équipe est totalement cachée derrière un rideau. Il n'y a que cet écran qu'il voit. Et ça crée deux choses. Un, il y a une grande intimité dans ce genre d'organisation parce que plutôt que d'avoir le preneur de son qu'on voit, le caméraman, l'assistant, moi, là, il y a un côté un peu confessionnel. Il y a un côté un peu, c'est sombre, il n'y a pas beaucoup de lumière, il y a une espèce de cocon protecteur et en même temps qui permet un peu plus de souffler. Et le principe de l'interrotron, ce qu'on aime bien, c'est ce regard caméra, ce qui fait qu'en fait, plutôt que quand on voit pour beaucoup d'interviews, la personne ne regarde jamais vraiment la caméra, mais regarde la personne légèrement sur le côté. Nous, ce qu'on aime bien, c'est que, vu qu'on n'entend pas nos voix, que nous, on n'est pas présents, c'est que ces gens, quand vous regardez le produit fini, on a l'impression qu'ils vous racontent à vous directement, le téléspectateur, ce qu'ils ont vécu. Donc, surtout pour ce genre de documentaire, c'est beaucoup plus personnel, c'est beaucoup plus prenant, et je pense que ça vous happe directement, ça vous captive, et donc je trouve ça beaucoup plus fort, surtout pour ce genre de récit où on veut être là à leur côté. C'est ça, le récit est là, et de nous emmener au cœur de l'enfer avec eux, pour ensuite nous en faire ressortir à leur côté de cet enfer et de trouver de l'amour, de la beauté, ou ce qu'ils arrivent à sortir de tout ça. Alors, on sait, déjà, depuis toujours, nos interviews sont très très longues. On demande toujours aux gens de prévoir facilement 4 heures de leur temps. Et généralement, les interviews, parce que durent entre 3, 4 heures et demie pour certains. La façon dont on fait ça, c'est pas 4 heures et demie d'affilée, c'est qu'il y a, déjà avant même qu'on commence, il y a toute une préparation, il faut rassurer les gens, leur expliquer, leur montrer un peu le côté farfelu de la caméra avec l'écran, avec le téléprompteur, etc. Et ensuite, surtout, de pouvoir prendre beaucoup de breaks, de pouvoir s'arrêter à n'importe quel moment, aller fumer une cigarette, on va préparer un café, pour laisser tout le temps de respirer, c'est important. Et puis surtout, ces interviews-là en particulier, la plupart du temps, les 2 premières heures, ou première 1 heure et demie, je pose 1 ou 2 questions et je les laisse dérouler leur récit, en fait, de ce qu'ils ont vécu. Et ce côté, justement, calfeutré, ce côté où on voit personne, permet aux gens à leur rythme, dans leur mode, avec tous les détails qu'ils veulent ou pas, raconter ce qu'ils ont vécu ce soir-là, et un côté un peu libérateur d'ailleurs. Et ce que je savais, parce qu'on en avait parlé, parce que nous-mêmes on avait vécu ça, que la façon dont parler permet de se libérer, permet de se guérir un peu, c'est de rouvrir cette partie du cerveau qu'on a fermée abruptement ce jour fatidique, et qu'on laisse de nouveau un peu, et le fait de pouvoir le raconter permet un peu d'exorciser ces démons. Et c'est d'ailleurs les conseils qu'on avait reçus de psychologues et de thérapeutes, qui, aussi bien pour le 11 septembre que pour ça, nous avaient dit voilà, la parole, surtout la parole à un moment clé qui est entre 2 ans, 3 ans, qui est le moment où maintenant c'est pas trop tôt, mais c'est pas trop tard.
il arrive à un moment, pour la plupart des gens, où c'est plus simple de pouvoir se confier à des gens auxquels ils font confiance. Et dans ces cas-là, ça aide énormément à recapturer, parce que c'est vrai que ces interviews étaient limite hypnotiques d'une certaine façon, parce que on demandait aux gens, de nous raconter leur soirée entière, de la raconter au présent, et donc intérieurement se remettre et donc de revivre eux-mêmes ce qu'ils avaient vécu afin de le faire sortir et donc de recapturer ce moment qui avait été volé d'eux. Voilà. Je pense que et pardon de faire de revenir en septembre, mais quelque part ce documentaire, celui qu'on a fait pendant septembre, nous ont un peu préparé sur comment est-ce que les gens allaient anticiper l'arrivée du documentaire et ensuite une fois que ça avait lieu. Avant que notre documentaire sur le 11 septembre sort, les rumeurs sont sorties, les images ont été filmées d'intérieur et il y a un documentaire qui va sortir là-dessus. Même chose comme on a vu en France, avant que le documentaire sort, en disant voilà, Netflix fait une série documentaire, attention. Voilà, la première réaction des gens, c'est généralement mon Dieu, ça va être terrible, ça va être de quel droit ils font ça. Je le comprends tout à fait, les gens ont peur, sont inquiets. On a tous vu des documentaires faits avec un très très mauvais goût, où c'était un côté gratuit, où on montrait des images horribles sans aucune justification journalistique ou humaine. Donc forcément, il y a une grande inquiétude. Plus ce segment de la population, étant touché personnellement, sont beaucoup plus impliqués et ont raison d'avoir des inquiétudes. Je comprends très très bien. Ensuite, je pense qu'à partir du moment où le film est sorti, bon déjà j'avais prévenu les associations, j'aurais demandé si ils voulaient voir au moins pour les préparer, pas pour avoir un droit de regard, ou de mots, ou de dire voilà, il faut changer ci, il faut changer ça non. Mais je suis allé voir et Life for Paris a dit oui, ils voulaient le regarder pour pouvoir préparer leurs membres quand le documentaire allait sortir, au moment en disant voilà ce que vous pouvez vous attendre. Ils l'ont regardé. Tout le monde a eu plus ou moins la même réception, ont été très touchés, ça a été très dur pour beaucoup, mais tous contents d'avoir participé, surtout après, on a fait une projection privée à la mairie, d'ailleurs, la mairie d'Algo très très gentiment a réuni un peu tous les membres de notre équipe et beaucoup des gens du documentaire pour leur aider un petit comité, un peu. Et c'était un moment assez extraordinaire parce que voilà, tous ces gens qui avaient vécu des choses totalement différentes et identiques en même temps, aussi bien des gens qui étaient au Stade de France, des gens qui étaient dans les cafés, des gens qui étaient au Bataclan, et qui se retrouvaient tous ensemble. Et je pense que quand ils sont tous levés, à la fin, quand les lumières sont rallumées et qu'ils sont levés, tout le monde s'est reconnu. Et sans se dire vraiment un mot, ils sont tous allés se prendre dans les bras. Et il y avait une chaleur humaine vraiment très étonnante de voir qu'ils étaient là, ils étaient en vie, ils avaient survécu. Et voilà, donc ensuite, je pense beaucoup de ces gens, je n'ai pas eu de retour négatif, personnellement, de gens. Je sais qu'il y a certaines familles des victimes, mais ça, c'est les familles des victimes, et que je comprends, je pense, qui auraient préféré qu'ils soient inclus dans le documentaire, comme j'en ai parlé même avant, parce que je suis allé voir les associations des familles des victimes au début, pour leur prévenir avant même qu'on commence le documentaire, qu'on allait faire un documentaire, et ensuite pour leur dire voilà, qu'on l'a fini, voilà ce qu'on fait, et que leur expliquer, voilà, on n'interviewe pas les familles, parce que pour nous, notre histoire, ce qu'on voulait raconter, c'était ceux qui l'avaient vécu de l'intérieur. Que je comprends très très bien ils ont une histoire qu'ils veulent raconter eux, qu'ils ont vécu des choses qui, bien sûr, je suis sûr, est important dans un autre documentaire à sortir. Personnellement, ce qu'on faisait était quelque chose de différent, et je leur en ai parlé. Certains ont compris, certains n'ont pas compris, mais voilà. Mais je pense que moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est dans les semaines qu'on suivi que le documentaire sort sur Netflix, c'était d'aller sur les réseaux sociaux et voir ces jeunes gens, pour la plupart commenter sur Twitter ou sur Facebook, un public très jeune qui découvrait ce qui s'est
ce qui s'était passé pendant ces attaques. Soit parce qu'ils étaient, déjà il y a 3 ans, ils étaient trop jeunes. 2, parce qu'ils étaient en dehors de Paris, ils n'avaient pas trop suivi les news. Et 3, je pense que c'était fait d'une façon qui là leur parlait, en fait. Qui parlait surtout de ces jeunes, parce qu'ils sont tous, pour la plupart, assez jeunes, ceux qui sont qu'on a interviewés, comme tous les gens de ce soir-là, en majorité. Et je pense de voir cette humanité et de cette façon de raconter non traditionnelle, non journalistique, parce qu'on n'est pas des journalistes, je pense que ça a beaucoup touché cette génération très jeune. Et pour moi, la plus belle chose que j'ai pu voir, c'est à chaque fois quand les gens disaient « j'ai vu le documentaire, et dès que c'est terminé, je suis allé faire un grand câlin à mes parents et à mes amis, leur dire que je les adorais ». Voilà, comme quoi le message qu'on avait voulu, qui est peut-être un peu naïf, mais qui est important pour nous, de se... Voilà, trouver la vie, célébrer la vie et l'amour après cette horreur. C'est ça qu'on voulait. C'est ça qu'on voulait montrer. C'est que malgré qu'on vous emmène dans une descente aux enfers, on arrive à vous faire ressortir avec une foi dans l'humanité. Moi, c'est ce qu'on espère, qui a été traduit dans le visionnage. Ce qu'on voulait montrer, c'était la différence dans la réalité du temps entre la personne qui est sur place et le moment où le reste de la population ou des sauveteurs vont avoir l'information. Ça veut dire que quand on entend que ça a lieu au stade, personne ne sait. C'est quand on arrive au café qu'on commence à entendre de ça. Il y a toujours un délai, en fait. Dans tout le premier épisode, il y a un délai entre ce que les gens vivent, le maintenant, le présent, ce que les gens vont apprendre qui va se passer. Dans un premier temps, les sauveteurs, les hommes politiques, et ensuite, dans un troisième temps, la population en général. Et au fur et à mesure que ces attaques avancent, le temps se rétrécit, jusqu'au moment où on arrive, les gens, là, les médias filment, ils sont devant le Bataclan, et ça a lieu au Bataclan où on entend tout ça. C'était un peu de montrer qu'il y a 2 réalités. Il y a la réalité de la personne qui est en plein milieu, et il y a un peu le reste qui est en train de suivre dans ce battement comme ça où on ne sait pas trop. Si on n'a pas vécu ce genre de choses, c'est difficile à comprendre. Le temps est d'une élasticité qui est incroyable. À toute victime que vous parlerez, il y en a qui vont dire « ce moment a duré 30 secondes » et d'autres vont vous jurer que le moment a duré 10 minutes. Et la réalité est entre les deux, en fait. Le son, de temps en temps, est beaucoup plus puissant que n'importe quelle image qu'on peut voir. Et ça, je sais que je l'avais ressenti en particulier. Cette notion du son vient de l'intérieur des tours le 11 septembre, quand les gens sautent, en fait. Et c'est cette espèce de petites explosions que je mets un moment à réaliser et que malheureusement, au moment où je réalise, parce qu'on me dit ce que c'est et que je vois, chaque son, je note chaque son et j'en ai entendu tellement. Et c'est pour ça que j'ai retrouvé dans le 13 novembre l'importance du son pour les gens, qui est quasiment encore plus terrible que le visuel. Le visuel est compliqué, mais le sonore est quasiment pire parce que c'est ce qu'on s'imagine nous-mêmes, c'est ce qu'on explique. Et malheureusement, une fois de plus, on sait ce que ça représente pour certaines personnes, la mort qui se rapproche, ça représente, pour moi, ce bruit représentait une vie qui s'éteint, qui est, pour ces gens cachés, pour ces gens qui entendent ces coups de feu, ils réalisent que chaque coup de feu veut dire que c'est une vie qui est fauchée, qui est brisée. Intellectuellement, c'est très compliqué à obtenir une certaine paix en soi-même quand on réalise ça. C'est très abstrait pour toute personne. Mais quand on l'a vécu, se dire qu'un son, c'est quasiment surréaliste. Un son représente une mort. Elle n'est pas comme ça, elle est là. Elle est à côté de nous, elle est autour de moi. Chaque son représente cette personne voilà. C'est compliqué et c'est pour ça que le son est important et que dans le traumatisme revient très souvent. Les gens qui arrivent, par exemple, beaucoup ne peuvent plus aller au cinéma parce qu'ils sont dans une salle sombre et ensuite regarder un film d'action, c'est impossible parce qu'un coup de feu immédiatement revient. Voilà.
il y a aussi le fait que le 13 novembre est quand même très récent. Ça, c'est un truc qui est aussi dur à comprendre chez les gens qui n'ont pas vécu ça. C'est que le traumatisme de ce genre, de cette intensité, 13 novembre, c'était hier. Et ça va mettre un moment avant que ça soit, qu'on passe de hier à la semaine dernière, ou la semaine dernière à il y a un mois. Il y a tout un chemin qui n'est pas, qui est pas le même pour tout le monde en plus. Le documentaire n'est pas là pour la compréhension de l'événement dans ses implications géopolitiques, tout ça. Ce n'est absolument pas ça. Le documentaire est là comme une explication de ce que ont vécu ces êtres humains extraordinaires, ordinaires, et donc c'est ça qui les rend extraordinaires, et les choix qu'ils ont faits à un moment terrible où, au moment où on peut se dire que quand on voit le pire de l'humanité, ça va entraîner le pire d'entre nous, on voit le meilleur. C'est ces histoires après histoires de ces couples, le couple merveilleux, Nicolas et Émilie, qui vont monter au plafond avec une scène un peu de... C'est un peu le Titanic, où on se dit, ok, tout le monde va se précipiter pour monter, elle est tout seul. Et il dit, mais non, 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 elle qui dit, je suis trop gros, je vais pas monter. Et tout le monde attend, mais tu vas y arriver, vas-y, on va t'aider. Je trouve ça, c'est ça qu'on veut montrer. C'est Nicolas et Valérie, ce couple dans la fosse, qui, tout leur moment, devient cette bulle d'humanité qui est, eux, se tenant par un centimètre carré de chair, et qui va, rempli d'amour, va permettre de combattre l'horreur de ce qui se passe autour d'eux. C'est tout un tas d'histoires pour... Et on le voit, c'est le Chilien avec Stéphane, les deux qui sont otages, et voilà ce mec de 55 ans qui va sentir le petit jeune Chilien de 23 ans qui va lui prendre la main, qui va lui dire mais on va s'en tirer, t'inquiète pas, et qu'il a l'âge de ses enfants. C'est ces moments d'humanité, au moment où on peut se dire qu'il n'y en a plus, qui fait, pour moi, la force et l'admiration que j'ai pour ces gens qui ont vécu ça. Et c'est la même force et la même admiration que j'ai avec les gens qui ont vécu le 11 septembre. Que ce soit ces pompiers qui montaient sachant qu'ils allaient mourir, ces gens qui descendaient, ces civils qui s'entraidaient à descendre 70 étages en disant encore un étage, on va y arriver, c'est le côté toujours surprenant qu'au moment où on peut abandonner, on peut se dire mais non, le monde est terrible, on l'a vu, on peut être rempli de cynisme, de tout ça, l'être humain nous surprend par sa beauté et par sa bonté. Et par son humour. Il y a deux personnages que j'adore. Comme c'est des amis, on est devenus très proches. C'est Caroline et Marie, qui sont les deux femmes fortes et avec justement cette force intérieure qui est à travers cet humour. Qui est extraordinaire. Se dire, mais putain, je vais pas quand même mourir par un mec en jogging au milieu de tout ça, et en même temps, c'est une résilience extraordinaire. C'est un espèce de bras d'honneur à l'horreur qui se passe autour. Marie qui dit, mais quand même, mais c'est des brèves, alors qu'elle a quand même, son mari est là, il y a le mec qui est avec sa bombe devant lui, tout ça, elle arrive à trouver, qui fait partie de sa force. Et la force de l'être humain, c'est de pouvoir trouver de l'humour dans la pire des conditions. Et c'est la façon dont on survit. C'est un mécanisme d'autoprotection. C'est comme moi, nettoyer ma lentille dans le truc pour me concentrer. Pour eux, c'est trouver, voilà. Et c'est pour ça que il y a un moment que j'adore en particulier, c'est un des mecs de la BRI qui a un accent de Marseille, mais à couper, et qui se disent, et que je leur parle à tous, et ils se disent, mais c'est le moment, on est quand même, c'est surréaliste quand on y pense. Ça fait 1h30 qu'on est avec ces fous furieux qui ont les bombes et tout ça, et on sait qu'on va mourir, on a vu l'horreur, et là, subitement, je pense que sous la tension, il y a ce mec qui parle avec un accent, mais à couper au couteau, et c'est un moment qui leur permet quasiment de puiser encore une force intérieure en eux et de tenir 1 heure de plus. Je trouve ça, c'est la beauté de l'être humain, le côté surprenant de ça, parce que c'est vrai, personne s'attend à cet humour, personne s'attend à cette force intérieure qu'on peut puiser de je ne sais où. Je trouve ça très beau, et je trouve qu'au milieu de ce genre d'événement, généralement on nous force à nous dire mais l'être humain est pourri, c'est terrible, c'est machin. Bah non, la preuve,
Parce qu'au milieu de tout ça, si on peut survivre à ça, il y a un peu d'espoir, je trouve.